Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Block Party. 5e édition, je crois, de la Block Party. 4e édition. Je suis dans le turfus pour ça. 5e édition de la Block Party, les amis. Où aujourd'hui, le thème va être hip-hop, évolution ou extinction. Extinction, c'est quoi? Est-ce que le hip-hop est mort? Est-ce qu'on peut parler encore de hip-hop en 2026? Vaste sujet. Alors hip-hop surtout plus pour le côté rap que le côté hip-hop, la culture hip-hop au sens large. Mais bon, c'est forcément hyper connecté. Et donc la question centrale qu'on va essayer de discuter tous ensemble, et bien sûr avec les intervenants, est-ce que le hip-hop arrive à la fin ou est-ce qu'il y a encore de beaux jours derrière lui? Ok. Donc j'ai fait quelques petites fiches, vous m'excuserez. Et bien sûr, on va commencer déjà par vous présenter les intervenants. Je vais laisser ces messieurs se présenter. Jeune homme. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Soli, je suis rappeur du Luxembourg, c'est du Luxembourg. Ça fait plaisir d'être là pour parler d'une passion commune. Yes. Doit-on te présenter encore? Bonsoir, mon nom c'est DJ PC. Je suis DJ et producteur ici au Luxembourg. Et Dory, artiste luxembourgeois depuis de très longues années. Donc voilà, ravi d'être là avec vous. Et moi-même, Rachid Wallace, artiste hip-hop. Je viens de Nancy et je suis comme PC, je fais partie d'une autre génération, un peu à l'ancienne, et donc je suis ravi de participer à cet événement avec vous tous. Et bien sûr, c'est quelque chose d'hyper interactif, c'est une discussion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les intervenants et moi-même, on se fera un plaisir, du moins on essaiera de répondre le plus justement possible. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de culture hip-hop en 2026? Qu'est-ce que vous en pensez? Yeah. Les amis. Absolument. Ah, bien sûr, oui, totalement. D'accord. Ok. Avant de parler des différences, voyons déjà ce qu'on a en commun. Bien évidemment, le hip-hop, c'est une culture. On pense souvent que le hip-hop, c'est le rap, c'est récent, c'est jeune. Mais en fait, le hip-hop, il a quand même fêté ses 50 ans en 2023. Ça veut dire que potentiellement, des grands-pères ou des grands-mères écoutaient déjà du rap. Donc c'est une culture qui commence à avoir quand même de l'épaisseur, commence à avoir de l'âge et de l'expérience. Sauf que, parfois, malheureusement, il y a des ponts générationnels qui se font plus trop. Des fois, les rappeurs à l'ancienne, on peut être un peu fermés, avec les petits jeunes qui arrivent, etc. Et inversement. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Voyons ce qui nous rassemble. Qu'est-ce qui peut rassembler, les gars, selon vous, les générations dans le rap? Dans le hip-hop au sens large? On va demander au Benjamin de la salle. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Avec ton regard de gars de 25 ans, qu'est-ce qui peut encore créer des ponts intergénérationnels? Qu'est-ce qui peut nous rassembler encore sous cette bannière qui est le rap et plus largement le hip-hop? Déjà les événements comme ça. Ouais. Là, il faut que être ouvert d'esprit, que les anciens ouvrent la porte aux jeunes et véhiculent aussi le message. Mais moi je pense que le hip-hop et toutes les disciplines qui concernent le hip-hop se sont tellement popularisées que forcément le message s'est dilué. Et que... Ouais, je pense que c'est ça. Tu t'en penses quoi, Dory? Moi, je pense que ce qu'on partage avant tout, peu importe les générations concernées, c'est un message et une façon de s'exprimer. Moi, elle m'a fasciné quand j'étais très jeune. Je me considère encore un peu jeune. Un peu. Un peu. Mais en tout cas, c'est ce qui me fascinait à l'époque, c'est cette manière de s'exprimer sans tabou, sans relâche, etc., de juste y aller. Et c'est ce qui m'a déjà rassemblé avec des mecs qui, à l'époque, n'avaient déjà pas mon âge. Et c'est ce qui, moi, me permet aujourd'hui de toucher des gens qui sont plus vieux ou plus jeunes que moi. Mais au final, ce sont toujours les mots qui priment pour moi. Et c'est cette culture-là, est-ce qu'on la vit aujourd'hui ou est-ce qu'on la consomme? Quelle est la différence selon toi avec comment on vivait par exemple le hip-hop dans les années 80-90 et comment on vit le truc aujourd'hui?
Est-ce qu'on vit le truc différemment? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus de la consommation, selon toi? Ça dépend des personnes pour moi. Donc ça dépend de toi. Si tu aimes bien l'hip-hop, alors je pense bien que tu le vis et que tu peux encore le vivre aussi en 2026. Pas maintenant comme dans les années 87, dans les années 80, voilà, ou 90, ça a évolué. Donc moi je vois ça un peu comme un arbre où les branches ont un grand arbre avec beaucoup de branches. Donc tu vois le tronc, la racine, si tu veux, ça c'est l'hip-hop avec ces 4 éléments. Et voilà. Après, les différentes branches sont considérées comme voilà, les différentes styles, par exemple, ou épisodes, ou étapes. Et selon vous, et même au public, n'hésitez pas à participer, vous pouvez nous couper la parole, hein. Pas de problème. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des ruptures générationnelles, si tu veux, entre, par exemple, le b-boy des années 90 et le MC des années 2020? Par exemple, tiens, je vais redemander ça à notre ami Soli. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les anciens et les jeunes, des fois, la connexion, elle est coupée? Bah déjà, je pense que, comme j'ai dit, je pense dans les années, on va dire, 2010, le mouvement il s'est beaucoup popularisé grâce aux diverses disciplines. Et à mon avis, comment dire, C'est pas facile, hein? c'est pas facile comme ça. Là. Mais tu vois, entre les rappeurs, tu vois, pourquoi le rappeur de 50 piges, il va pas faire un Et featuring? moi, par exemple, je parle pour moi. Ouais. Moi qui je suis né en 2001. Ouais. Donc j'ai beaucoup écouté le rap de 2006, 2007, tout ça. Et là, dans le message, c'était très... Moi, je parle pour le rap français. Ouais. C'était très rue. Et le message hip-hop, il était beaucoup moins véhiculé, je trouve. Et même tout ce qui est autour, par exemple, comme la danse, tout ça, je trouve ça... On en voyait moins dans les clips, par exemple. Donc même les différentes disciplines, elles se mélangeaient pas tellement que ça. Alors qu'elles font toute partie du hip-hop. Comme les DJ qui sont invisibilisés dans le rap. DJ ou même graffiti, ça peut être tout. Mais je trouve que les choses ont moins été mises en avant par les acteurs eux-mêmes qui font partie de la culture. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresserait, Dory, par rapport à toi, t'es un peu entre les deux, tu vois. T'as quitté trentenaire. Au trentenaire. Selon toi, où est-ce que... Enfin, peut-être que c'est pas le cas, mais selon toi, est-ce qu'il y a un... est-ce que la communication, il y a un truc qui est coupé entre les générations, où la transmission ne se fait plus, ou passe moins bien aujourd'hui? Je pense que la transmission passe assez bien, Ouais. quand même. Pour moi, personnellement, je pense que les les acteurs de cette culture ont pavé un chemin qui, nous, jeunes artistes, nous permet d'avancer dans les directions qu'on a choisies, nous, et qui ne sont pas forcément les mêmes que eux avaient à l'époque. Donc il peut y avoir un genre de manque de compréhension à ce niveau-là. Mais je pense que tant que le message est le même, le fond est le même, pour moi je pense que ma musique aujourd'hui dégage autant de messages qu'un rap des années 90. Tant que le fond est le même, je pense que la forme est excusée, même si parfois aux yeux de certains, elle peut être incompréhensible. Certains anciens de cette génération ont du mal avec l'autotune, avec certains effets, avec certains outils qu'on va nous utiliser plus que eux l'utiliser, etc. Et parfois ils sentent un manque de respect de la discipline, alors que nous c'est tout le contraire. Donc c'est juste une façon de voir les choses. Mais moi personnellement, je n'ai aucun problème, étant donné que mon but ultime est toujours le message et le fond, à communiquer avec des jeunes de 20 ans ou de 40 ans. D'ailleurs, tu sais, un des premiers titres de rap qui a été un tube mondial et qui a vraiment mis un peu le hip-hop sur la carte du monde, c'était justement Grandmaster Flash. Le morceau, c'était The Message, en fait. Donc tu as gardé ce truc de message. Exactement. Ok. Et, Cool, ça c'est bien. Et d'ailleurs, dans la salle, qui écoute régulièrement du rap? Pour moi, Rachid, aussi, il y a un paramètre que vous évoquez pas, c'est le nombre. Au début, le hip-hop, c'est une petite famille. Ouais. Quand tu as une petite famille, Tiens, un micro.
Il y a un paramètre que vous n'avez pas évoqué, à mon avis, c'est le nombre. À la base, le hip-hop, c'est une petite famille. Et quand tu as une petite cellule familiale, c'est facile d'être au fait de ce qu'a fait un tel. Mais une fois que tu as des enfants, des petits-enfants qui ont des petits-enfants et des cousins, des nièces, des tantes, des machins, ben, le grand-père, machin, il a du mal, à savoir ce qu'ont fait ses enfants. Et les petits-enfants et les machins. Et pareil, les petits-enfants, ils connaissent pas toute la vie de l'ancien. Et c'est ok. Complètement. Et moi, je pardonne les jeunes dans un sens où il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de produire de la musique. Donc eux, ils sont déjà noyés dans une masse de production. Déjà, être au fait de ce qui sort à leur époque, c'est déjà un taf à plein temps. Et donc, tu dis que le mec, il doit en plus revenir dans la généalogie de sa musique. Bah, même nous, à ce moment-là, on s'arrête tout. Quand on a commencé à écouter du rap, on savait pas que dans les années 50, il y avait déjà du proto-hip-hop. Des mecs qui rappaient dans le blues, des gens qui dansaient un peu, ça ressemblait déjà à du breakdance. Et donc, du coup, tu t'arrêtes tout dans la généalogie. Je suis d'accord avec toi. Sauf que l'accessibilité à la connaissance n'était pas la même aujourd'hui justement, qu'il y a 30 ans. Encore pire, parce que du coup, tu es noyé dans l'information. C'est vrai. Mais si tu as envie d'être curieux et savoir, tiens, quand a commencé le rap et tu tombes sur des vieilles vidéos en noir et blanc, des bluesman, et on dirait que les mecs qui rappent, ou tu vois un mec dans les années 40 qui fait déjà des coupoles et le moonwalk, dans les années 80, comment on aurait pu le voir ça? On n'avait pas les outils. Aujourd'hui, alors après, c'est vrai, aujourd'hui on est noyé dans la masse de l'information qui fait que tu peux avoir 100 000 albums sur ton disque dur et n'en écouter vraiment aucun en vérité, tu vois. Exactement, c'est ça. Et aussi, il y a un manque d'une valeur d'un album, par exemple. Tu sors aujourd'hui un album, alors si on se rappelle, il y a des dans la Golden Era, voilà, il y a un album qui sortait, bah tu l'écoutais. Saigné. Ouais. Dans le Walkman tout le temps, tu vois, tu connaissais toutes les paroles par cœur, tu vois, tu lisais dans le vinyle les dédicaces, les crédits, etc. Oui, il y avait un objet qu'aujourd'hui c'est du numérique. D'ailleurs, je voudrais poser une question à Soli. Selon toi, est-ce que tu dois sortir régulièrement de la musique, genre tous les mois, pour exister? Par exemple. Malheureusement, j'ai envie de te dire oui. C'est ce que je fais pas, mais je devrais. Et est-ce que tu penses que sortir un album tous les trimestres, est-ce qu'en un trimestre, enfin, c'est une question personnelle, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie tous les 3 mois qui fait que tous les 3 mois, tu as un album de 10 titres à devoir pondre? Après, franchement, je pense que c'est pas possible qualitativement tous les trimestres envoyer un album. Après, c'est ce que les gens font quand même parce que, comme on s'est posé la question avant, est-ce qu'on est dans de la consommation ou est-ce qu'on savoure ça comme un bon vin? Aujourd'hui, on est dans de la consommation parce que ça me plaît dans l'oreille, j'aime bien. Des fois, il n'y a même pas de message. Oui, des fois, c'est juste, on n'est pas obligé à chaque fois d'intellectualiser le truc et de dire voilà, exactement. Juste se défouler. Je pense aussi, comme il a dit, le rap avant c'était une niche. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est ça. Donc aujourd'hui, écouter du rap, c'est comme écouter Katy Perry en 2010. Nous, à l'époque, avec Taipan, on écoutait Tupac, on voulait faire des drive-by en ville, tu vois. Non, mais c'est vrai que la musique, il y a un côté très... on peut être très engrainé avec le rap, des fois pour les bonnes comme pour les mauvaises raisons, et à côté de ça, on peut aussi aimer une plume. Par exemple, moi j'invite ceux qui connaissent pas, par exemple, le premier album solo d'Akhenaton, par exemple, Metekemat, tu connais l'album-là? Je connais de nom, je ne l'ai pas écouté. C'est selon moi, et c'est qu'un avis personnel, c'est un chef-d'œuvre au niveau musical, texte. Un bon artiste, tu dois avoir envie de pouvoir t'identifier à lui, tu vois. Et cet album-là, après, c'est un avis personnel. Hein, tu as envie tu t'identifies au truc parce que tu as l'impression de vivre cette chose-là, tu vois. Mais les mecs, avant de se mettre à faire un album solo, ils ont vécu, tu vois. Et aujourd'hui, la différence. Surtout à Akhenaton, hein. Surtout à KH, tu vois. Et aujourd'hui, la différence, c'est que maintenant, pour exister, et c'est malheureux, et les artistes le vivent aussi, il faut être en permanence productif. Comment tu peux être créatif et avoir des choses à dire en sortant des projets régulièrement, tous les 3-4 mois? Qu'est-ce que t'en penses, à mon avis? Moi, je pense que la créativité, elle a pris un tournant. Il n'y a pas si longtemps que ça, moi, j'allais dire mon travail, mais ma passion, c'était de faire de la musique et il fallait que je mette toute ma concentration et tout mon art, toute mon âme là-dedans. Et aujourd'hui, si vraiment je veux vendre ce produit que je me suis obstiné à créer, il va falloir que je m'amuse à créer d'autres choses, du contenu et des moyens de vous attirer, vous, vers ma musique. Donc je pense qu'elle a pris un tournant. Pour certains, il est cool parce qu'ils ont
beaucoup de facilité avec ça et ils sont à jour, très simplement. Pour certains autres, surtout d'une génération un peu antérieure, ça risque d'être plus compliqué, d'être sur TikTok et sur Instagram. Oui, de devoir prendre du contenu, des stories tous les jours. Exactement. Mais je pense que c'est une nouvelle forme d'art. Oui, il faut vivre aussi avec son temps. Par exemple, selon moi, j'ai le droit de donner mon avis, hein. Selon moi, il n'y a rien de pire qu'un rappeur de 50 ans qui veut faire du rap comme un gars de 15 ans. Et les artistes aussi, d'un certain âge, ils doivent aussi proposer du rap de leur âge. Ce qui fait que le public, il peut grandir aussi avec toi. Et le problème avec des grandes radios, par exemple comme Skyrock, ils promeuvent jamais des vieux. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné, hop, t'es à la poubelle, t'es à la casse, t'existes plus, et on remet des petits jeunes. Donc du coup, le truc, il évolue pas, avec des artistes, quoi. Je pense que, enfin, je n'ai pas le catalogue radio en tête, mais je pense qu'on peut entendre des vieux à la radio, à condition qu'ils... Enfin... Qu'est-ce que ça ? Alors, je sais pas qui a répondu. Comme je n'ai pas le catalogue radio en tête, je suis pas sur... j'écoute pas la radio, etc. Pour nostalgie, maintenant tu peux écouter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde, un rappeur de 40 ans, il doit assumer le fait qu'il a 40 ans, mais il doit vivre en 2026 quand même. Je pense. C'est quoi, il doit se teindre les cheveux en rose, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis forcément, mais c'est je suis pour la défense de toute cette culture et que j'aime et qui m'a fait grandir, etc., et dans laquelle je grandis encore. Mais je pense qu'il faut être à jour et que les personnes qui restent fermées à une nouvelle génération et qui veulent faire persister une musique qui marchait il y a 20 ans, ou qui était la bonne selon eux il y a 20 ans, n'ont pas forcément raison non plus. C'est pas ça que en fait, le truc, c'est est-ce qu'un mec de 50 piges doit essayer de rapper comme un jeune de 20 ans en lui prenant ses codes? Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça. J'aimerais qu'il analyse, qu'il comprenne qu'est-ce qui dans ses codes fait kiffer un jeune ou fait kiffer n'importe qui, etc. Parce qu'au final, c'est vraiment de l'art et tout se respecte, toute forme. Et je pense qu'il peut pas l'imiter, mais il peut s'en inspirer comme nous, on s'est inspiré de personnes de 40 ans au final. Voilà. D'accord. C'est quoi votre perspective sur que le hip-hop, depuis sa naissance en tout cas, il s'est évolué dans quelque chose qui est très industrialisé? C'est-à-dire qu'avant, on avait parlé qu'avant, c'était beaucoup le message, ce qu'on voulait, je pense que, de mon avis limité sur tout ce qui est hip-hop, j'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup plus sur un message de discipline, hard work, struggles. Et maintenant, tout est plus industrialisé. Et c'est vrai, on se fait noyer dans l'information. Et comme tu avais dit, les messages, ils deviennent de moins en moins profond. Après, c'est vrai que ça dépend où on regarde. Mais est-ce que vous pensez que ça a beaucoup à voir avec comment le système et la société, elles nous influencent à être toujours actifs, à toujours avoir quelque chose à consommer, que du coup, on n'apprécie pas vraiment les moments courts, éphémères, comme avant. On apprécie vraiment plus un album avec ce que c'était. Maintenant, on écoute quelque chose, rapidement, on tourne à la prochaine chose. C'est comme le chocolat, tu vois. Moi, j'aime bien parler de bouffe. C'est comme le chocolat, quand il y en a trop, t'es écœuré. Mais quand on t'en donne un petit peu de temps en temps, tu le dégustes, tu vois. Et la musique, je pense, c'est un peu pareil. Maintenant, des fois, qui passe pas des heures sur Netflix à chercher une série, il n'y a rien, alors qu'il y a des milliers de trucs à regarder, quoi. Mais si t'en avais que 5 à choisir ou 10, tu te ferais ton kiff, tu vois ce que je veux dire. T'en penses quoi, toi? Oui, c'est peut-être aussi ça, que c'est la quantité ou la masse qui rend aussi un peu difficile. Donc, moi, personnellement, je préfère écouter un album et aussi découvrir des nouveaux artistes tous les jours. Et je peux si je cherche. Et c'est pour ça aussi, c'est très intéressant. On peut trouver en 2026 un rappeur qui a plus de 50 ans, même qui a dans les 60, et qui fait un tube sans se ridiculiser, mais qui avec les valeurs qu'on aime. Voilà, l'hip-hop. Il y a un truc que j'aimerais dire par rapport au format de l'album aussi, c'est que c'est vrai que nous, à notre époque, c'était le format sain, le sacro-saint et tout. Il y a un truc qui est bien montré dans le film de Clint Eastwood, Bird, sur la vie de Charlie Parker. Il montre un truc, c'est que eux, les jazzmen, faire un album, c'était un calvaire pour eux.
ils trouvaient ça dégueulasse comme format. Parce que c'était des gars du live et enregistrer leur musique, déjà, c'était l'émergence de la musique enregistrée. Pour eux, c'était déjà un truc contre nature. Et nous, on a été élevés comme quoi l'album, c'était le format sacro-saint. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, ce que j'aime bien aujourd'hui avec ce que cette époque permet, c'est qu'on n'est plus justement enfermé dans ce format-là. Et moi, je trouve ça génial qu'on puisse être un artiste au jour le jour. C'est-à-dire que avant, tu faisais un album, ça te mettait 2 ans à faire, ça demandait énormément de ressources. Si tu le sortais comme une bouteille à la mer ou pas, ça marchait, ça marchait. Là, tu as plein d'essais-erreurs. Tu as plein de feedback direct avec un public. Tu as des moyens qu'on n'a jamais eu. Enfin, je veux dire, les jeunes, ok, il y a de la masse, mais celui qui sait utiliser les outils, quoi. Ouais. Il a des moyens qu'on ne pouvait pas penser. Et surtout, au-delà des outils, le privilège de pouvoir être un artiste tous les jours et de produire. C'est-à-dire de ne pas s'enfermer à ce format-là. Un jour, tu sors un titre, un jour, tu en sors 5, un jour, tu sors un album, un jour, tu n'en sors pas. Tu es vraiment beaucoup plus libre à ce niveau-là parce que le format de l'album, c'était avant tout une contrainte. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Hein. Déjà de base, l'album, c'était un format que l'industrie imposait un peu. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de liberté pour l'artiste, comme il l'a dit. Il peut sortir tous les jours un son s'il veut, il peut faire comme il veut. C'est vrai. Et du coup, tu deviens ton propre média. Exactement. Ouais. C'est vrai. Beaucoup plus facile d'accès en fait. C'est vrai, puis c'est vrai qu'avec tous les outils accessibles aujourd'hui, que ce soit pour le son, l'image, communiquer, etc., c'est dingue tout ce qu'il y a. Mais voilà, après, qu'est-ce qui va faire la différence en fait entre... parce que du coup, s'il y a plein de MC, est-ce que justement, il faut pas... on est dans une culture un peu uniformisée, tu vois. Tout le monde aura plus ou moins de la même façon, utilise plus ou moins les mêmes prods. Par exemple, Soli, Ouais. qu'est-ce selon toi, comment tu peux te différencier des 50 autres qui sont sur la même ligne artistique? Alors, je sais pas quel style tu fais, c'est trap, drill, je sais pas. Moi, je sais un peu tout ce que j'aime, donc ça peut toucher à toutes les sortes d'instrus, mais... Qu'est-ce qui va te différencier des 50 autres? C'est ça, justement, il faut se démarquer pour... Comment les uns, c'est dans les flows, dans les mélodies, dans les instrus, dans les mélanges qu'ils font, dans leur musique. Je pense que c'est ça. Parce que si maintenant on prend juste savoir rapper, en 2026, c'est pas assez pour faire du bruit. Il y a plein de En paramètres. 2026, tout le monde sait rapper. Donc il faut se démarquer, soit avec le texte, soit avec les instrus, soit avec les flows, avec une ambiance, une atmosphère, une image qu'on amène. C'est tout un paquet, je pense. C'est plus juste savoir bien rapper. T'as fait... Oui, moi je sais pas rapper. J'en suis sûr que tu lâches des 16 en cachette dans ta chambre. Je m'appelle PC. Et qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Je sais plus. Non, mais par rapport à ce qu'il disait... Et pour se démarquer. Comment on fait pour se démarquer aujourd'hui quand on est MC de 25, 30 ans? Comment on essaie de se démarquer de... Justement, il y en a beaucoup. Moi, je pense que je suis plus grandement fan d'artistes. Je suis fan de personnes. Et je pense qu'il y a un aspect très personnel qui s'ajoute maintenant à ça. Et l'ère du temps aussi, TikTok, Instagram, les stories, fait que on veut plus juste connaître l'art d'une personne. On veut connaître sa vie, on veut connaître ce qui manipule l'art qu'au final j'ai validé et aimé. Je veux savoir comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il influence, qu'est-ce qu'il aime, etc. Qu'est-ce qu'il regarde. Et je pense que c'est comme ça un peu qu'on se démarque, c'est en mettant en avant sa personnalité, ses convictions, le faire encore plus et encore avec moins de tabous qu'avant, je pense. Et voilà, faire kiffer les gens. Et d'ailleurs, par exemple, dans le public, j'avais posé la question qui écoute du rap, mais qui écoute plutôt du rap, on va dire old school, 90, plutôt branché sur la boom bap par exemple, ou plus boom bap. Et trap, drill, shit talk. Vous connaissez shit talk? C'est en fait, tu rappes, tu racontes que des conneries. Shit talk, c'est tu chies de la merde. C'est un genre de musique, ça? Ouais, il y a un style de rap, c'est le shit talk. Tu connais Taipan? Tu connais? Moi, je crois que c'était déjà le cas, mais... Ouais, mais là, Je crois que c'est juste la norme. Mais maintenant, c'est la base. Ouais, mais maintenant, ça s'appelle comme ça. T'as des mecs qui font du shit talk. Et l'idée de faire du shit talk, c'est de... Tu rappes pas dans les temps. Tu balances de la merde, quoi, tu vois. Ah oui, oui. Mais
Mais franchement, moi, je fais beaucoup d'ateliers d'écriture et de coaching avec des rappeurs. Et ce que j'aime, c'est justement de bosser avec des gars qui, je sais pas du tout ce qu'ils font et quel style qu'ils font. Je suis tombé sur des artistes, genre, je savais pas que ça existait ce style de rap-là, etc. Mais faire de la shit talk, c'est pas facile en fait. Un mec qui s'est rappé dans les temps, c'est difficile de pas rapper dans les temps. Bah, il faut connaître les codes pour Et pouvoir pour les détruire en fait. Ah ouais, exactement, je pense. En fait, ça, c'est comme. Il y a des mecs, les codes, ils les connaissent sans les connaître, parce que c'est tellement dans l'inconscient, tellement de tous les jours qu'ils arrivent à les détruire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que je ne comprends pas. Simplement, que ce soit dans les flows, dans l'écriture, dans l'art, de manière générale, tout ce qui m'interroge, crée une interrogation, j'aime bien. Et d'ailleurs, produire de la musique, ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui. Alors, si on rajoute à ça l'intelligence artificielle, où tu peux faire un album par heure, mais est-ce que vivre de la musique, c'est quelque chose vraiment, c'est la chose ultime, vraiment le plus compliqué. Faire de la musique, c'est facile, mais est-ce que vivre de la musique, c'est quelque chose de compliqué selon vous? Ici. Selon moi, Selon toi vivre de la musique ici au Luxembourg, oui, c'est assez compliqué. Mais il y a des gens qui peuvent faire ça et qui le font bien. Voilà. Justement, avant la question, je voulais encore intervenir. Ce qui diffère aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui et peut-être les plus vieux, c'est que il faut pas, selon moi, tout de suite se mettre en tête de sortir un album, mais toutes les étapes qui viennent avant sont des étapes très importantes. Par exemple, rapper, comme tu dis, dans ta chambre pendant des heures et des semaines et des années, pour construire un certain, ta personnalité, ton flow, ton style comme ça. Et ça, c'est important aussi de participer lors des événements, de prendre le mic et voilà, et de partager des moments comme ça entre amis. Ça, c'est très important. Peut-être par exemple, de se mettre aussi un peu en difficulté. Parce que maintenant, vu que tu peux gérer ton image de A à Z, quand tu balances des stories, on est d'accord, c'est pas toujours des trucs spontanés. C'est réfléchi, travaillé, etc. Ah oui. Et est-ce que la vraie vérité, c'est pas le spectacle vivant? Sur scène, tu peux pas faire de TikTok. Tu peux pas... Bah si, maintenant tu peux utiliser l'autotune, mais moi j'ai pas de problème avec l'autotune. Si tu sais vraiment rapper derrière, c'est un outil que tu utilises. Est-ce qu'on devrait pas revenir justement au spectacle vivant? Le truc où justement... il y a une part d'inconnu aussi, tu vois, de faire un carton ou de se prendre un bide, tu vois. Moi, je pense qu'on y est, plus ou moins. Je pense que le show, de manière générale, je pense que même statistiquement, les gens vont plus en concert depuis le Covid, etc. Et je pense qu'on a mis vraiment un degré d'importance et de respect sur le show, entre guillemets. Donc oui, moi je suis totalement... partisan de ça, et en plus de ça je suis béni parce que je viens de cette école. J'ai connu les scènes bien avant les studios, et ça t'a forgé? Oui, absolument. Et moi après c'est ma vision un peu ancienne du truc. Moi bien sûr j'ai l'impression de bien plus partager avec les gens lorsque je suis sur scène et que je suis en train de m'ouvrir les veines et de mourir devant eux, que quand je suis dans une carapace protégée derrière un écran et que j'ai fait un truc super léché, etc. Ils voient pas ma grosse goutte de sueur sur mon front quand je suis en train de donner ma vie, donc voilà. Donc forcément il y a un aspect plus réel sur scène, quoi. Moi je pense pas. Moi je pense que... Il y a un problème avec le micro là où... Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. C'est le moment pour une petite pub, parce qu'on parle du live. Donc ce soir, il y aura encore une session freestyle open mic pour tous les rappeurs au bac. Et ça commence à 9h. Yeah! I hope to see you there, my friend. On va voir qui est hip-hop, qui ne l'est pas, c'est ça? Exactement. T'as bien rebondi. Vas-y, moi je pense pas en fait, je suis pas d'accord. Dans le sens, je pense que les gens, les artistes, ils s'en foutent toujours plus de la scène, puisqu'ils peuvent vendre leur musique depuis leur chambre, sur leur chaise de bureau. Du coup, ils voient même pas l'intérêt d'aller faire des répétitions, tout ça, et ils finissent avec des Bercy. Et... Ah, tu parles des gros là? Ouais, ou n'importe. Enfin, bien sûr, après, ouais. Mais ceux qui représentent le plus le... Genre les Booba et compagnie, les mecs qui représentent... Pour le grand public, c'est eux qui représentent le mouvement. Mais selon toi, est-ce qu'un artiste, il doit vivre la scène aussi? Est-ce que ça fait partie intégrante de la vie
Si on parle de hip-hop, oui, puisqu'on parle de performance pour moi dans le hip-hop. Voilà. Après, si on parle juste d'un point de vue commercial, non. On enlève le côté commercial. Non, alors oui, ouais, dans le hip-hop, je pense que la performance, ça fait partie. Sauf qu'aujourd'hui, vu on peut faire tout à partir de sa chambre, Oui. on n'a pas besoin d'aller en open mic, on n'a pas besoin de se prouver devant ses 10 potes. Donc au final, il y a moins de pratique. Et moins de risques. Moins de risques, et du coup... Chez toi, si tu rates ta vidéo, tu peux la refaire. C'est exactement. Que sur scène, moi ça m'est déjà arrivé de me planter sur scène et de ne pas savoir quoi faire derrière. J'ai dit, oh je me suis trompé. Je suis resté comme ça pendant 2-3 minutes, je sais pas, ça s'est éteint dans mon cerveau d'un coup. Et du coup, au niveau live, je pense que les acteurs principaux, ils maîtrisent toujours moins leur sujet en live. Parce qu'ils bossent. Ils font croire qu'ils bossent pas, mais c'est des acharnés de boulot. Hein. Les gros qui te font croire que tout se fait à la maison. Non. Ils ont des équipes, ils sont pas tout seuls. Hein. Bien sûr. Tu vois, la presse, c'est du marketing. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gens dans le public? Est-ce que vous avez des... Oui. C'est quoi votre avis sur ce qui devrait être ou ce qui est la fondation de chaque artiste? Bah, déjà, Depuis quelque chose qui se construit. En tout cas, il y a plusieurs aspects entre vivre la musique et faire de la musique. Mais c'est quoi une fondation qui est la première chose à, on va dire, cement? Ouais. Ça varie, c'est une très bonne question. Et pour moi, je dirais que ça varie aussi de chaque personne. Pour toi, c'est autre chose que c'est pour moi. Et voilà, moi, comme Dori a aussi très bien dit, pourquoi moi je devrais... allez, tu dois faire comme ça. Non, tu cherches toi-même le son qui te plaît et voilà, plus que tu recherches, plus que tu vas trouver. je sais pas, c'est un truc... En fait, c'est abstrait, en fait. C'est un truc que t'as dans les tripes ou pas. Il y a ceux qui n'ont pas marché, qui marchent et qui remarcheront plus, mais qui sont toujours artistes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ceux qui vont vouloir faire un coup ou deux coups, ça va pas marcher, ils vont faire autre chose. C'est un truc, je sais pas. T'en penses quoi, toi, Vincent? Moi, je pense que Psy, il a tout dit, c'est-à-dire qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'artistes, c'est-à-dire... Ouais. Et c'est pour ça que quand on est en atelier, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et c'est ça la vraie fondation, pour moi, c'est cette question centrale, qu'est-ce que tu veux? Tu disais, qu'est-ce qui est important pour toi? Là, on a fait un atelier ensemble avec Taipan, et la première question, d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Et à partir de ça, bah, soit tu as des choses à dire, soit tu n'as rien à dire. Ou soit tu n'oses pas les dire. Parce que je suis persuadé que tu as des gens qui, cachés derrière un truc de légèreté, de texte un peu machin, ils ont les meilleurs textes de leur vie planqués dans leur téléphone ou dans leur commode, si on a encore des commodes en 2026. Donc en fait, ça dépend de ce que tu veux donner de toi, en fait. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc que vous avez dit tantôt, c'est que l'IA qui arrive, à mon avis, ça va bouleverser l'art consommé. Parce que si demain, une machine, comme tu dis, elle peut te pondre 15 albums dans l'heure, et que toi, en tant qu'auditeur, t'as autant d'émotions, alors pour l'instant c'est pas le cas, mais ça se trouve ça va venir, qu'un jour je vais avoir autant d'émotions à écouter un son produit par personne, parce que ça résonne en moi, parce que c'est moi qui libère l'émotion du que truc. Mais par contre je pense que ça va aussi révolutionner la culture produite, c'est-à-dire ça va complètement anéantir la culture consommée, mais ça va beaucoup favoriser la culture produite. C'est-à-dire la question que tu te poses, c'est est-ce que tu préfères faire un dessin tout pourri ou regarder la Joconde? Ben, en vrai, je crois que j'ai plus de plaisir à faire mon petit dessin tout pourri qu'à regarder la Joconde. Et ben du coup, ça se trouve, demain, l'art consommé va se casser la gueule parce que n'importe qui peut être noyé par ça. À l'artisanat. Et là, je vais prendre une guitare, je vais faire 3 accords tout pourris, et ça va me délivrer plus d'émotions de moi-même faire 3 accords de guitare que écouter un, tu vois. Et c'est aussi ça, et ça revient à la fondation, parce que du coup, ben là, t'es face à toi-même et dire, bah qu'est-ce que je veux, tiens, ah je fais cet accord-là, ça me plaît, ah tiens, je fais ce dessin-là, ça me plaît, ah je fais cette recette de cuisine, ça me plaît, et tu te retrouves seul face à toi-même. Et je pense que c'est une bonne chose, les IA, si on fait un petit crochet par ça, c'est que ça va te ramener à toi-même, c'est-à-dire, bah du coup, fais-toi alors, fais. Personne va te regarder, mais du coup, t'es peut-être à la vérité du truc. C'est-à-dire que bah, tu le fais pour toi, pour qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que machin. Et c'est ça, pour moi, la fondation du que truc, c'est bah, qu'est-ce que ça te fait. Ouais, c'est vrai. Tu voudrais rajouter? Oui, bah, moi je voulais dire, c'est justement dans l'hip-hop, il ne devrait pas avoir des frontières ou des limites, non? Voilà, ça c'est aussi à chacun de sa propre
volonté ou son propre choix, comment il produit. Donc moi je sais très bien que l'IA, ça va être boomé, c'est déjà en train de gravement. Mais voilà, il y aura aussi toujours des gens qui vont faire... c'est comme cuisiner, si je compare à cuisiner, tu peux faire... voilà, tu peux aller manger dans un fast-food, mais tu peux savourer à la maison un bon couscous fait maison, voilà, ça c'est autre chose encore, tu vois. Tu savoures, après tu bois ton thé. Et moi je préfère cette façon. Et je ne vais pas dire que ça c'est la juste, parce que justement, on était au studio, tu m'avais fait... avec le saxophone, tu te rappelles, tu avais chanté une mélodie. Moi, je dis, oh, c'est quoi? Ah, IA. Et moi, j'étais très perplexe après. Donc, non, voilà. C'est bluffant. Mais d'ailleurs, est-ce qu'en fait, on n'est pas tout simplement le fruit de notre époque aussi? Par exemple, j'aime pas les trucs intergénérationnels, de dire avant ci, aujourd'hui ça. Là, on essaye un peu de faire le truc, mais en fait, en vérité... Si t'aimes le rap, t'aimes le rap. Si t'aimes le hip-hop en vrai, tu vois. Et chacun l'aime à sa façon, et chacun l'aime avec ses armes aussi, tu vois. On n'est pas tous des gold diggers, aller creuser. Non mais ça c'est Rakim en 87. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Chacun aime les choses à sa façon, quoi. Non mais c'est bien aussi, mais c'est pas que ça. Et moi, dans le cadre des ateliers, j'ai eu des gars, pour eux la old school, ça commençait à 50 Cent en 2005, mais le mec quand il rappait super bien. Donc après, on peut pas faire les vieux cons. Non, mais non, comme nos parents. Non, mais le vrai rock c'est Elvis, ça c'est pas Johnny Hallyday, tu vois. Exactement. On peut pas tomber aussi dans le truc de vieux con aussi, tu vois. Tu dis avec le rock, donc ça s'est aussi passé dans le rock. Exactement. Au moment où ils avaient rajouté des synthés, des keyboards, alors quelques-uns disaient non, ça c'est plus le rock, tu vois. Alors voilà, que ça existe aussi encore aujourd'hui, qui a tellement évolué, qui est tellement devenu grand, voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, selon vous, en fait, vous avez remarqué qu'à l'époque, on aimait bien les crews. On était des possis, des équipes. Les groupes de rap, ils étaient 20. Les collectifs, le Wu-Tang, ils étaient minimum 9. En vérité, ils étaient 200. NTM, pour ceux qui connaissent... tu connais NTM? Tu connais NTM? NTM, à la base, c'était pas Joey Star, Cool Chain, ils étaient 10-15. Donc il y avait un truc de collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plus dans de l'individualisme des artistes solo? Parce que voilà, l'époque veut qu'on est plus dans de l'individualisme que dans du collectif. Moi, je pense que c'est aussi l'époque, mais c'est aussi justement, avant, vu que c'était niche, s'il y avait un mec dans la cour qui écoutait du rap, on se connectait directement. C'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde écoute du rap. Ça, c'est vrai, oui. Donc voilà. Aujourd'hui, avant, je veux dire, dans la cour, on était les mecs bizarres. Alors que forcément, on se connectait tous. Il y avait 10 mecs dans tout le lycée qui écoutaient du rap, et les 10 mecs qui traînaient ensemble. C'est vrai, t'as tout à fait raison. Donc ils se mettaient ensemble, alors qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose de spécial. T'es solo? Ouais, après, moi, c'était mon rêve. Hein. Quand j'étais petit peu, je voulais avoir des potes. J'ai essayé d'en lancer une vingtaine. Ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. J'en ai trouvé un, Dieu soit loué. Mais avant même de pouvoir avoir un collectif, je pense qu'il y avait une certaine forme de collectivité, c'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal d'excuses ou d'événements pour se rassembler, pour rencontrer des gens qui étaient faits ou qui kiffaient les mêmes choses, etc. Donc il y avait cette facilité même de rencontre avec des gens. Tu vois, là aujourd'hui je te vois aussi pour la... Il se passe quelque chose entre nous là. Absolument. Toi aussi tu sens. Mais tu vois, je le vois pour la première fois. Toi, je te connaissais de nom, mais je te vois pour la première fois. On aurait pu s'écrire, mais l'événement fait que, tu vois, par la force des choses. Et avant, on en avait bien plus. Donc je pense que c'était plus facile aussi d'avoir un aspect de collectif, ou ne serait-ce que d'union quelconque. Bah justement, tu me parles de l'école, etc. Que voilà, dans la cour de l'école, quand t'avais que 3 gars avec des bonnets Chicago Bulls, bah forcément, ça allait rapprocher. Est-ce qu'aujourd'hui, des artistes hip-hop, pas forcément que le rap, parce que du grave, de la danse, doivent essayer de réinvestir plus dans les écoles pour aller faire des ateliers d'écriture, des ateliers graffiti, des ateliers danse, parce que des fois aussi, on peut aussi faire de la découverte. Des fois, on peut aussi être bluffé. Oh, mais ce gamin-là, d'instinct, il rappe bien, alors qu'il n'a jamais rappé. On a eu le cas avec Vincent il y a 2 semaines. On a eu des gamins, ils étaient apeurés d'aller derrière le micro. Il y en a certains, ils rappaient super bien. Ils faisaient même des meilleurs placements que nous. C'est vrai, hein? Ouais. Et est-ce qu'on ne doit pas aussi est-ce que les écoles sont suffisamment ouvertes? Quand je parle pas forcément Luxembourg, France. Est-ce qu'il ne faut pas aussi essayer de réinvestir un peu plus les lieux d'éducation
et les lieux d'éducation populaire aussi, tu vois, pour transmettre et puis peut-être donner le goût, semer des petites graines à droite à gauche, partager, recevoir. Par exemple, moi j'aime bien quand voilà. Non, on demande à Vincent, je prends beaucoup l'exemple parce que c'est du concret d'il n'y a pas longtemps. On demande aux jeunes qu'est-ce que vous écoutez comme rap. C'est vrai, hein. Et des fois, il nous faut écouter des trucs, c'est pas forcément notre cam sur des trucs, mais n'empêche, on découvre des artistes qu'on connaît pas et on fait l'effort de s'inspirer de ces artistes-là pour coller aussi à leur code. On n'est pas là, non, tu vas rapper sur des batteries à leur Run DMC et rien d'autre. Il faut s'adapter pour recevoir, je pense, et là je parle des anciens, il faut savoir aussi donner. Et après, l'échange, il peut être super cool. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense déjà, avant, il y avait des événements dans des MJC où ils ramenaient certains rappeurs. Je sais que des membres de l'ALS l'avaient fait pas loin de chez moi, etc. Et en gros, t'allais voir des jeunes, tu mettais en place un studio, un truc, des équipements, tu leur faisais comprendre que si t'assembles 26 câbles, bah, tu peux t'enregistrer, entendre ta voix et faire de la musique comme les mecs qu'on écoute à la radio. Je pense qu'en vrai, sur n'importe quel banc de lycée, ils sont au courant, hein, qu'ils peuvent faire ça. Oui, mais maintenant, tu vois, en fait, il y a l'accès est bien plus grand, je pense, qu'avant. Donc aujourd'hui, ce serait plus une notion d'éducation, d'éduquer, de renseignement et de mettre à disposition peut-être certaines entités, là je parle pour le Luxembourg, etc., de savoir comment on peut les aider éventuellement, mais leur apprendre à faire concrètement. Je pense que d'un point de vue générationnel, même eux, ils vont mieux capter des outils que nous, on va essayer de leur expliquer. Et ben d'ailleurs, j'ai une question à vous poser en tant qu'artiste luxembourgeois. Est-ce que vous êtes en demande de, par exemple, démarcher des lieux comme la Rotonde ou comme la Culture Fabrique pour, par exemple, faire de la résidence ou, par exemple, avoir un accompagnement à la scène, du coaching? Est-ce que c'est une démarche qui vous intéresse, ça? Oui. Alors, shout out les Francopholies. Moi, je reviens d'une semaine de résidence, là, il y a 2 semaines. J'étais à la Culture Fabrique toute la semaine. J'avais des coachs qui venaient de Paris, scéniques, vocaux et autres, pour m'accompagner. C'était la première fois de ma vie que je faisais une résidence. Et, du coup, c'est magnifique. Tu démarres là et à la fin de la semaine, c'est magnifique. Là, quoi. Oui, mais la réalité des choses, c'est que pour faire une résidence, faut des dates, mais il faut de l'argent. Tu vois, je veux bien, hein. Je sais pas où il est, le monsieur de la Rotonde. Ah, tu vois, je suis gentil et tout, mais tu veux bien me mettre à disposition tes locaux pendant 1 semaine? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs d'accompagnement avec des structures où justement tu peux bénéficier gratuitement d'accompagnement? Mais tu vois, c'est un truc... Après, je sais pas comment ça fonctionne au Luxembourg, ça, on a des délires de subventions, d'aide à la culture, etc. Est-ce que tu es en recherche de ça? Est-ce que tu creuses dans cette... Alors, moi, absolument. En sortant de la résidence que j'ai faite et qui, du coup, était payée par les Francopholies, donc Dieu soit loué, je me suis promis d'en refaire une parce que ça m'a appris plein de choses au niveau de l'ingénierie, au niveau du comportement sur scène, plein de trucs. Comme dit, j'avais 3 coachs à ma disposition, plus un ingénieur qui m'a appris beaucoup de choses sur le live. Et là, effectivement, je me suis dit, je vais refaire une résidence. Donc, j'ai appelé ma petite équipe pour remettre en place une résidence, etc. Mais oui, forcément, ça engendre des frais, ça vient de ma propre volonté. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce qu'on peut se le permettre? Réalistiquement, au Luxembourg, pas trop. Mais il n'y a pas justement des structures culturelles qui accompagnent financièrement ce genre justement de démarche? Où est David? Oui, David. Franchement, il y a pas mal d'aides au Luxembourg. Moi, personnellement, je ne pourrais absolument pas m'en plaindre. J'en bénéficie pas mal. Mais pour ce niveau-là, pour ce domaine-là de la résidence, je ne suis pas au courant. D'accord. Et oui, je peux réagir. Bien sûr. Je pense que, par exemple, il y a le Rock Lab, la Rockal, même si ça s'appelle Rock. Et ils font quand même ce genre de travail d'accompagnement. Et voilà, ça c'est par exemple un lieu qui est aussi dédié à cette mission. Donc c'est aussi bien de savoir que malgré le nom, c'est ouvert à beaucoup de genres de musique. Et cette approche-là de résidence, comme tu viens de la décrire, voilà, c'est exactement cette approche-là qui est... Et selon toi, les artistes doivent se présenter en tant qu'artistes, mais doivent y avoir une structure derrière eux?
Pour bénéficier. Je pense pour une résidence, il n'y a pas besoin d'avoir une structure. Voilà, c'est en tant que personne, en tant qu'artiste, on peut bénéficier. Je ne connais pas maintenant toutes les conditions, comment peut-être il y a d'autres personnes qui connaissent mieux le programme. Mais voilà, je pense que c'est pas cet obstacle de la structure qui manque. Voilà. C'est juste peut-être de le savoir que ça existe. Ouais. D'accord. Et Célia? Il y a l'œuvre, elle donne aussi du financement pour des startups. Donc si par exemple tu veux créer un album, peut-être que ça peut... L'œuvre, c'est l'équivalent de la SACEM au Luxembourg? Non, la SACEM, c'est autre chose, mais l'œuvre, c'est une fondation qui donne des aides financières pour la culture. Après, Culturelix finance aussi si tu veux faire des projets à l'extérieur. Oui. Tu peux faire appel à Culturelix. Et sûrement, il y a des autres structures, mais on voit que peut-être un souci, c'est la visibilité de ces aides. Justement, je pense que Soli peut me dire, est-ce que tu es au courant de tous ces dispositifs? Je suis un peu près au courant parce que justement je suis curieux et je vais diguer tout ça. Mais faut creuser. Il faut creuser, c'est ça. Il faut comprendre et tout ça. Après, je pense qu'aussi, par exemple, au niveau événementiel, je sais pas si on peut appeler ça un problème, mais c'est que, en fait, l'événementiel, il tient sur 3 personnes ou sur une poignée de main. Donc, si tu es connecté à ces gens, tu as accès à tout ça, mais si tu les connais pas, ces 3 personnes, bah, tu seras nulle part. Oui, tu rentres pas dans le réseau, quoi. Voilà. Okay. Donc, je sais pas si c'est le problème, mais... Bon, c'était déjà ça à l'époque, hein. Ça n'a pas changé, ça, en vérité. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, en tant que rappeur, j'ai commencé le rap, j'avais 13 ans, tu vois. En tant que rappeur, j'aurais adoré, c'était un rêve même. On savait même pas que ça existait de pouvoir faire des résidences. Ça n'existait pas. Vincent, t'as connu ça? D'ailleurs. Tu vois, de se dire que nous, on aurait rêvé, tu vois, justement, ancien, de dire, tiens, comment on tient bien son micro? Comment on travaille un show sur la scène? C'est quoi un sampleur? Ouais, c'est quoi un sampleur? Nous, on a dit ça, on serait que dans un film. Le bouton, là, ça tape sur le bras, tu recules, quoi. Oh, gars, tu vois? Le sampler, on a dû apprendre à ce que c'était, tu vois. Il n'y avait pas des tutos en ligne. Tu appuyais sur un bouton, tu te prenais un coup de jus, tu vois. Donc, tu vois, il y a du bon et du moins bon dans toutes les générations, dans toutes les époques. On aurait rêvé, nous en tant que vieillards, tu vois, on aurait rêvé à avoir accès à tous les outils créatifs qu'il y a aujourd'hui pour la musique, mais rien que pour la vidéo. Pour faire un plan aérien dans les années 90 dans un clip, il fallait louer un hélicoptère. Aujourd'hui, le truc, tu le sors de ta poche. Pour enregistrer un morceau, il fallait vraiment payer beaucoup. Il fallait de l'oseille. Le studio t'allais, c'était... Moi, je te un studio. Je te parle en francs, tu vois. Non, on va en francs, tu vois. Il fallait lâcher 1500 francs à l'époque pour aller une journée en studio, tu vois. Et quand la petite lumière rouge, elle s'allumait, tu dégageais un coup de pied au cul, tu vois. Que t'es fini ou pas, tu vois. Et donc, du coup, je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, en 2026, tous les outils créatifs qui sont à disposition, c'est sans limite, en fait. Donc en fait, est-ce que le hip-hop, il est mort ou pas? Là, c'est une question... j'aimerais bien avoir l'avis un petit peu du public. Selon vous, oui. Sonneur. Voilà. Mon gars sûr. Le hip-hop, il est mort. Non, il n'est pas mort, mais il évolue en fait. Il grandit, il évolue, il prend des autres formes. Si on reste bloqué dans les années 80, effectivement, le hip-hop, il est mort. Ouais. Et même tant mieux dans ce cas-là, parce que franchement... C'était un petit peu folklorique, faut le dire, faut l'avouer. Ouais. Moi, je l'ai connu, tu l'as connu. Ouais. Moi, j'ai tourné sur la tête, enfin, j'ai essayé. J'avais des gants blancs, j'avais une casquette de travers. J'ai toujours une casquette de Non, mais il faut vivre avec son âge. On ne peut pas être à 50 ans des adolescents éternels, tu vois. Mais du coup, les cinquantenaires, ça devrait être eux les managers des artistes, tu vois. J'ai une petite anecdote, en fait. En 2010, nous, à l'époque, je suis originaire de la ville de Metz, on faisait chaque année... la semaine du hip-hop à l'Arsenal, la East Block Party. Et en 2010, c'était la 2e édition en fait. Et le samedi soir, il y avait le grand spectacle de danse. Après, il y avait toujours un DJ qui mixait, puis il y avait les gens qui dansaient dans l'entrée de l'Arsenal. Et j'y étais, donc j'étais là, je dansais. Ma mère était là, ma propre mère. Donc elle était assise, elle regardait, nous regardait. Et quand je me suis revenu vers elle, elle m'a dit mais vous n'avez pas l'impression d'être vieux maintenant pour ces trucs-là et tout. Elle m'a vraiment, elle m'a éveillé. Elle m'a dit, mais en fait, elle a raison, quoi. Parce que j'avais déjà des cheveux gris à l'époque-là. Et je vivais comme si j'avais 15 ans, en fait. Mais non, c'est pas possible. T'es pas crédible, t'es ridicule, en fait, tu vois. Et en fait, si, quand même. Enfin, moi, personnellement, je le trouve, tu vois. T'es pas à 50 ans, si tu viens... Parce que tu fais encore la vague. Quand t'as 15 ans, il y a un problème, tu vois. Et en fait, j'ai compris, en fait, que...
nous, on voyait nos parents avec les années yéyé, comme les jeunes d'aujourd'hui nous voient avec le hip-hop en fait. On est dépassés, on est des vieux cons, et c'est des trucs du passé, et c'est folklorique, c'est rigolo. Mais nous, la vision qu'on avait de nos parents avec les yéyés, c'était ça en fait. Il faut en avoir conscience de ça. Et heureusement que le rap, il est là aujourd'hui, et il existe autrement, il a évolué, il y a toujours du boom bap en plus, pour le plaisir de beaucoup. Hein, en fait. C'est ça, on va t'as raison. Ouais. Mais il est très, très varié en fait, et il parle à beaucoup de monde, c'est sa force en fait. Et si je peux dire quelque chose, moi j'aime bien comparer ça par exemple à une sauce bolognaise. Ça existe déjà depuis 300 ans, mais tu peux mettre des ingrédients que d'autres ne mettent pas, tu vois, le faire à ta façon, mais ça reste toujours une sauce bolognaise qui évolue. Voilà. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et justement, une question que je me pose, justement, les b-boys qui tournaient sur la tête dans les années 80, toutes ces générations de gens de hip-hoppers, de b-boys, fly girl, etc., dans le rap, etc. Est-ce que ces gens-là, ils devraient pas être au poste un peu aujourd'hui? Au poste, dans des programmateurs dans des salles de concert, managers de jeunes artistes, encore beatmaker aujourd'hui, ingé son, avoir investi dans des studios. En fait, le pont générationnel, il pourrait aussi se faire dans les structures. Nous, à l'époque, on voulait tous rapper ou danser, mais personne ne voulait être manager. Personne ne voulait s'occuper des artistes. Mais c'est le cas, hein. Si je pense seulement à B-Boy Storm, donc lui, il voyage partout au monde, qui propage encore la vision du hip-hop et les certaines techniques du b-boying, voilà. Pas seulement pour citer lui, mais il y a plein d'autres encore qui font ça. Pour te répondre, oui, c'est très important. Si je pense à B-Boy Crazy, mon ami de Suisse, il a 60 ans, il tourne encore sur la tête, hein, sans se ridiculiser. Donc, bon, voilà. il a un peu d'arthrite, il fait un demi-tour, mais... Même pas ça, voilà. L'avantage du hip-hop, je trouve, c'est que c'est une culture qui te garde en forme, en vrai, tu vois. Exactement. En vrai de vrai, tu vois. C'est, je sais pas, Sonner, si t'as des enfants? Il a quel âge? 10 ans. Tu peux un peu discuter rap avec? Est-ce que papa il te parle de rap? Et qu'est-ce qu'il Et qu'est-ce qu'il te dit, papa? Il me dit qu'il aime beaucoup le rap et il en parle souvent. Ah. Et t'aimes bien quand il t'en parle? Non. En fait, j'écoute pas vraiment souvent du rap parce que j'écoute pas souvent de la musique. D'accord, ça viendra peut-être plus tard, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est au même titre, tu sais, quand tu mates des vieilles histoires de bluesman ou de chanteuses de R&B, oh ma mère, elle m'emmenait à l'église, on écoutait du gospel et ça m'a donné envie. Elle est aussi là, la transmission de parents à enfants, et après elle passe ou elle passe pas. Moi, mon plus vieux souvenir de musique, c'est Can You Feel It de Jackson. C'était en 82, c'est parce que ma mère, elle écoutait de la funk, elle écoutait de la soul, et je me vois encore avec une espèce de platine vinyle où tu avais lecteur cassette intégré, tu vois, les vieux trucs là, tu vois. Et ma mère, elle mettait Can You Feel It, Michael Jackson. Ça m'a inconsciemment, ça m'a dirigé vers un style musical, tu vois. Et c'est la transmission, en fait, parce qu'en fait, le but de cette discussion, c'est aussi la transmission, et on n'est pas à l'école, on peut transmettre sans transmettre, on peut partager sans partager, on peut parler de nourriture sans juste donner envie à la personne de la goûter sans lui cuisiner la nourriture. Et en fait, la transmission, elle se fait comme ça, naturellement, ou pas. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais la vraie question, et là j'aimerais bien avoir, je sais pas, peut-être les gens lèvent les mains, ou peut-être des gens qui n'ont pas intervenu, qui aimeraient bien dire quelque chose. Est-ce que selon vous, c'est un peu la question centrale, est-ce qu'on peut encore parler de culture hip-hop ou pas en 2026? C'est pas facile, hein. Quelqu'un va là-bas? Oui, monsieur, tu peux prendre le micro. Je pense qu'il y a un micro pour toi. Oui, et après Pessi, il répond. Je pense qu'on peut clairement parler de culture hip-hop aujourd'hui, mais c'est comme pour dans tout plein de domaines, on arrive à mieux aborder la chose si on a l'histoire qu'il y a eu avant, en fait. Être conscient de tout ce qui était là avant nous, ça nous nourrit sans nous obliger à faire pareil. Et il y a plein de façons d'aborder le hip-hop différemment. Bien sûr, avec les plateformes de streaming, on le consomme énormément, mais c'est pour ça que je célèbre les artistes qui font encore des concerts live et il y a des énergies. C'est autre chose que de consommer la musique en streaming. Tu peux écouter ton rap dans ta chambre, c'est chill, c'est des chansons pas du même album, pour l'ambiance, mais aller en concert, j'avais fait un concert il y a quelques semaines, quelques mois ici, Onyx, c'est une ambiance
qu'on ressent pas dans sa chambre en fait. Et il y a aussi des concerts d'artistes beaucoup plus jeunes et différents. J'avais vu Luther à Lyon, des trucs autres. C'est pas pareil que Onyx, mais il y a quand même cette énergie du concert, du spectacle vivant, oui, ce lien qui existe. Et moi je crois que c'est aussi le truc du spectacle vivant qui entretient en fait vraiment la culture hip-hop, même si c'est pas forcément le boom bap traditionnel d'avant. J'ai vu Hugo TSR à Dour, ça aussi c'est des trucs. En fait, ça dépend de quel style de rap on écoute. C'est des cycles. Exactement, il y a des cycles, mais aller en salle, moi je trouve que c'est vraiment un des trucs qui nourrit la culture hip-hop au maximum. Tout à fait. Tu vois, t'as des rappeurs comme il s'appelle Benjamin Epps. Tu connais Benjamin Epps? Le mec, il rappe typiquement comme les rappeurs des années 90, en mieux presque, tu vois. Et du coup, ce gars-là, il a quel âge? Il a 25 ans, Benjamin Epps. Il est dans les vingtaines. Ouais, il donne envie à des jeunes à rapper comme lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, il y a des surprises. Et puis la musique, c'est des cycles, c'est des modes. Oui. De toute façon, je pense. Vas-y. De toute façon, je pense que même, par exemple, le boom bap, tout ça, c'est complètement revenu à la mode. Ouais. Donc il y a 10 ans, par exemple, c'est sûr que sur un son boom bap, les jeunes, peut-être s'ils écoutaient l'instru, ils soufflaient un peu. Et maintenant, il y a des sons de 5-6 minutes sans refrain et ça marche très bien. C'est vrai. Tu voulais dire un truc tout à l'heure, PC? Oui, la culture, justement, c'est un style de vie. C'est comme une bonne bolognaise, oui, ou la pizza. Non, je veux dire, c'est un style de vie. Donc, bien sûr que si on vit encore. Et ce qui diffère aujourd'hui, c'est qu'il faut rechercher. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ce que tu as dit. Tu parles du live, des concerts, mais moi, je te parle aussi des jams qui sont encore bien omniprésents en 2026. D'ailleurs, voilà, il y a des événements qui sont dédiés justement pour se rassembler, pour partager des moments ou la culture ensemble. Et ça, c'est très important pour moi. Et pour ça, non, c'est pas du tout, ça peut pas être parti. Voilà. Donc, ce que Sonner a aussi dit, c'est aussi important. Voilà, nous, on est voilà. Je peux rajouter encore un petit peu, un peu plus piquant. Pique-nous. En fait, non, mais en fait, oui, la culture hip-hop, elle existe aujourd'hui parce qu'on est encore là. On a vécu la culture hip-hop, je parle pas de rap ou de musique urbaine. Peace, love, culture hip-hop. Elle existe parce qu'on est encore là, mais on est vieux. Moi, je suis très régulièrement dans des écoles avec des jeunes. Le hip-hop, ils s'en moquent, ça même fait. Ça leur parle même pas. Le rap, ça leur parle. La musique, voilà, il y a des gros mots. Ouais, ça c'est vrai. Enfin, ça leur parle, tu vois, ça les fait kiffer. Mais le hip-hop, la culture hip-hop que nous, on véhicule, on a véhiculé, qu'on a connu, qu'on a adhéré à 100%, elle va... Au sens philosophique du terme et tout. Ouais, l'état d'esprit et tout. Bambata, il est mort, en plus c'était un... Voilà. C'est l'histoire. Le hip-hop, ça y est, c'est bientôt fini, quoi. En tant que culture, comme il dit, il y a des gens qui s'organisent, oui, mais regarde la moyenne d'âge des mecs qui... Mais si il y a 2 semaines, on était au truc de graffiti. Ils ont quel âge, les gars? Il n'y a pas de jeunes. Ouais. Ou bien tu peux... Ils ont tous des cheveux gris, ils ont tous de la bedaine, tu vois, mais c'est la vérité, tu vois. C'est négatif, Il a raison, merde. C'est la vérité. C'est un fait comme ça, tu vois. C'est un fait. C'est un fait, on vit, quoi. Ouais, mais en fait, la vraie... Attends. En fait, le vrai truc, est-ce que le hip-hop, finalement... Il a jamais été aussi présent partout qu'avant. En fait, il est partout. Qui par exemple, a influencé la mode, les baskets, comment on se sape. Même des gens qui écoutent pas de rap, ils sont presque habillés comme des b-boys. Dans la variété, les beats qui sont derrière, c'est souvent fait par des mecs, des beatmakers. Même des rappeurs, ils écrivent pour des chanteurs de variété. Le design. Tu vois, en fait, le hip-hop, il est peut-être... Il n'est pas mort, en fait. Il peut pas être mort, parce que... Regarde, il est dilué. Voilà. Il est partout et nulle part, en fait. Oui, voilà. Dilué, je valide ça. Comme une bonne sauce bolognaise, en fait. Voilà. Non, justement, il peut pas être mort en tant qu'il y a des protagonistes qui croient en ça et qui vivent ça. Voilà, je suis désolé de dire ça, mais... C'est un fait, voilà. Ouais. Même un rappeur qui ne s'intéresse pas à la culture, inconsciemment, il est hip-hop parce qu'il fait... Il reproduit quelque chose. Ouais.
Bien sûr, c'est plus comme dans les années 73, 80, pas du tout. J'étais sur la place où le hip-hop, soi-disant, a été né, dans les années, il y a quelques années. Mais voilà, moi j'ai quand même, je ressens et je sens encore les vibes hip-hop, comme je les appelle. En fait, c'est rentré dans les mœurs. Et ça, je pense aussi, toi qui vas dans des écoles du coup, etc., je pense que si tu parles de notion de culture hip-hop, c'est clair qu'ils s'en foutent les jeunes, mais si on leur parlait vraiment des valeurs que tu défendais ou que tu défends ou que vous défendez ou que nous défendons au final, ils seraient d'accord avec pas mal de ces valeurs, tu vois, indirectement. C'est clair que la notion qui englobe le tout, ils la connaissent pas, ils s'en foutent, ils savent même pas ce que ça englobe au final si tu leur expliques pas. Mais si vraiment tu vas aux sources des choses, aux valeurs de ce que tu partageais toi avec tes potes il y a X années, je suis sûr qu'ils les partagent quotidiennement, sauf que eux, ils disent pas « c'est hip-hop ». Voilà, ils ont un autre terme, plus jeune, plus... Le hip-hop qu'on a connu nous, c'était aussi limite religieux en fait. Oui. Donc c'est les valeurs-là en fait. C'était des Zoulous, on était regardés de travers. Moi j'étais Zulu King, donc pour te dire, voilà. Ouais. Moi je pense que c'est exactement ça, c'est juste qu'on a pu mis les mots hip-hop sur ce qu'on fait, mais que ce soit par exemple la danse, elle est partout à la télé, la danse hip-hop, les graffitis, c'est les mairies qui viennent appeler les artistes maintenant pour faire des graffitis sur les murs. La culture elle est partout, sauf que... Est-ce qu'ils taguent encore les jeunes? Ça oui. Petite question au sonneur, justement, tu parles dans les écoles. Mais le gamin, tu vas lui parler du hip-hop, il va s'en battre les steaks. Mais quand tu lui mets une bombe dans la main, il est content de graffer. Elle est là, il est là le truc. Bon, les mecs, quand on leur fait écrire une rime, ils veulent pas la faire avant, mais quand tu les mets dans un micro, ils sont heureux de rapper. C'est ça en fait qu'il faut voir en fait. C'est qu'ils sont contents de le faire. Peut-être le côté toute la théologie, toute la philosophie, peace, love, unity, ils s'en foutent. Mais quand tu leur mets une bombe dans la main, ou quand tu les fais danser, ou quand tu les fais rapper, ils sont contents de le faire. Donc le hip-hop, il est partout en vrai. Là, tu dis aussi un truc important, mais selon moi aussi, tu dis si tu leur mets une bombe dans les mains, si. Et pour moi, ce qui fait quand même la vigueur d'une culture, c'est la spontanéité. Aussi, nous, personne te met la bombe dans la main. Le fait de vouloir la prendre. Voilà. Et c'est ça, quand on parle de culture, est-ce qu'elle existe encore? C'est vrai que à l'époque, encore une fois, quand c'est une petite famille, c'est facile d'être un noyau dur et structuré, comme il disait. On est 10 dans la cour, on se capte direct. Et après, il y a une hyper spécialisation. Les DJ, c'est devenu des hyper DJ qui font des concours de DMC. Les breakers, c'est devenu des hyper breakers à faire des figures qu'on n'aurait jamais imaginées. Au JO. Les gars qui... Voilà. Et chacun est parti à fond dans sa spécificité. Ce qui fait que maintenant, les mondes sont tellement développés. Donc, en ce sens... Le truc est toujours vivant parce que c'est archi plus développé, chaque machin, mais ça n'existe plus comme une espèce de chapelle famille qui réunit le tout, quoi. Et ouais. Et du coup, nous, est-ce qu'on n'est pas genre. Je te laisse parler après. Est-ce que nous, en tant que vieux, dans le rap, quoi, ou le hip-hop, est-ce qu'on est justement. Comme tu dis, on devrait pas leur mettre la bombe dans la main et devrait envie de la prendre tout seul. C'est ça, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce que ça existe, les jeunes? Et si c'est encore une autre forme, comme le graffiti a évolué, est-ce qu'il y a encore ça? Mais justement, est-ce qu'on ne doit pas accompagner, redonner l'envie, comme dirait Johnny, l'envie d'avoir envie. Il y a un seul Johnny, ok? Comment on fait redonner l'envie? Tu vois, redonner l'envie. Si le gamin, tu lui mets la bombe dans la main, puis ça déclenche quelque chose, t'as ressemé une petite graine. Les vieux, les anciens, on est peut-être aussi là aussi pour ravigorer, comment on dit ça? Mais est-ce que c'est pas le contraire justement de ce que ça devrait être, à savoir un truc super spontané? Peut-être, mais peut-être redonner l'envie. Moi, je pense que la première chose qui donne envie de faire de l'art, c'est l'art. Donc, plus que vraiment mettre dans la main, etc., je préfère montrer les bienfaits que ça a sur ma vie et mon esprit. Parce que t'es un artiste. Quand j'écris. Mais tu vois, des fois, imagine, il y a peut-être un truc que tu te souviens plus de quand t'avais 4 ans ou 5 ans. Il y a peut-être un événement marquant qui a semé une petite graine dans ton cerveau et qui a mis 10, 15 piges, 20 piges à pousser, tu vois. Et justement, les anciens, je dis pas que c'est notre rôle, on n'est pas en mission tous les jours, tu vois. Moi, je me lève pas le matin en disant non, je suis trop hip-hop, t'as vu. Mais quand tu fais ton cours, t'as envie de donner envie aux gars de rapper. Quand tu fais ton atelier, t'as envie de donner aux gars de graffer. Quand tu veux faire un atelier scratch, t'as envie de lui donner envie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la petite graine. Moi, je me rappelle d'un concert. Je devais avoir moins de 10 ans. C'était tout sauf du rap. C'était du rock de fou. Et j'étais un enfant très introverti, très timide. Je n'osais même pas regarder les gens. À ce concert-là, j'ai pogoté, je me suis roulé par terre. Et j'avais 7-8 ans.
Et depuis ce jour-là, j'ai eu envie de faire de la musique. La petite graine invisible que tu sèmes dans un cerveau. Tout part de Spogo. Tout part de Spogo. Je me suis fait éclater par des skins, mais c'était pas... Mais voilà quoi, et je pense que les vieux, comme nous, comme tu dis, c'est un peu notre rôle de semer des petites graines, elles vont pousser ou pas. Et peut-être que de temps en temps, il faut un petit coup de pouce pour que la vie qu'il y ait la vie sur Terre, il faut forcément avoir un petit coup de pouce quelque part. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas fait tout seul comme ça. Des fois, il y a des choses qui se mélangent. Et donc, je pense que pour le hip-hop, ou même, c'est valable dans d'autres styles. On parle de hip-hop, mais c'est valable dans plein d'autres courants artistiques, tu vois. Vas-y, mon ami. Le truc aussi, c'est que je pense on a commencé par une discipline de hip-hop parce qu'on s'identifie à quelque chose, à un mouvement, à une culture. Et vu que la culture, elle est moins identifiable aujourd'hui, c'est vrai. Forcément, les gens ils s'identifient moins et voilà. Oui, l'évolution du temps aussi. Moi, je me rappelle, j'ai commencé ma première discipline dans l'hip-hop, c'était le graffiti, et je faisais ça pour, voilà, me faire produire. Voilà, j'existe. Ça, c'est mon nom. Regardez, personne ne sait que c'était moi. Voilà. C'était une thérapie. Et peut-être pour les jeunes, pour certains jeunes, j'ai aussi fait cette expérience-là. C'est très important, justement, d'aller vers eux. Voilà, vous avez la possibilité où, regardez, il y a moyen pour rapper, pour exprimer ta rage, pour te sentir mieux après. Et c'est un peu ça aussi qui manque, surtout au rap. Donc ça, c'est la positivité aussi. La façon de transformer la merde en or. C'est un peu ça, oui. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions Oui. Je voulais dire quelque chose. Oui. Les jeunes, je pense, ils comprennent pas encore le hip-hop, peut-être comme moi à l'époque. Moi, je suis dans le break. J'ai commencé à 16 ans. Là, je suis toujours dans le break. J'ai 34 ans. Et quand moi j'ai commencé, je comprenais pas hip-hop. J'écoutais le rap, du rap, mais je ne connaissais pas l'histoire, rien du tout. Et je suis grandi dans le hip-hop en fait. Et je me suis toujours retrouvé dans le milieu hip-hop. Comme le break, ça m'a attiré par hasard aussi. Et plus tard, quand je me suis dit, j'étais toujours attiré par le hip-hop. Et là, j'ai commencé aussi de faire des recherches et tout ça, de comprendre mieux et tout. Et tout de ce que j'ai passé, ça m'a aussi aidé beaucoup dans le personnel. Et je pense que les jeunes savent pas encore c'est du rap, c'est du hip-hop, ils connaissent pas encore, mais ils vont grandir et ils vont comprendre et prendre connaissance. Ils doivent regarder Wild Style. Et puis voilà, il y a des gens curieux, d'autres moins. T'as des mecs qui savent te citer le moindre scud, le moindre producteur, le moindre truc, tu vois. Michael Jackson, qui est considéré comme un des plus grands artistes de tous les temps, il savait pas lire la musique. Ça l'a pas empêché d'être un des plus grands. À bientôt, mon ami. Et donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, messieurs, dames? Oui. Pour moi, dans la danse, ce qui est le plus important dans mon expérience, c'est d'avoir des endroits où je peux échanger avec des autres danseurs. Je me demande pour vous, donc on a les concerts, on a les scènes, on a les studios où vous rencontrez parfois entre vous. Et j'ai entendu, il y a un open mic, mais est-ce que c'est quelque chose qui est encore très vivante, qui est encore là? J'ai l'impression que dans la danse, c'est quand même quelque chose qui se vit individuellement, mais vachement plus collectif. La danse, c'est plus un truc de collectif que le rap. Le rap, il y a un côté un petit peu, voilà, t'écris dans ton coin, de base, hein, tu vois. Les mecs, on se dit pas, tiens, on va pas donner rendez-vous à 25 rappeurs pour discuter de rap, tu vois. C'est pas la même truc, mais c'est vrai que et puis les open mic, c'est plus le côté... je veux rapper mieux que l'autre, tu vois, il y a un côté très spontané, mais après, est-ce que d'ailleurs ça discute, ça échange, bon, ça crée des connexions, tu vois. Mais je pense que la danse, elle a cette spécificité-là qui n'a pas le rap en tant que tel, quoi, tu vois. Oui, c'est autre chose, mais dans la danse, 2026, on remarque qu'il y a vraiment énormément de b-boys qui sont actifs encore et qui aiment bien
se connecter. Donc, qui ont beaucoup plus de culture, d'ailleurs. Oui, qui vont se revoir sur des jams, sur des événements spéciaux. C'est ça des endroits où il faut vraiment aller pour voir ou pour connaître des nouvelles techniques, par exemple, pour connecter. Ça, c'est très important de connecter. Voilà, tu viens danser chez nous, moi je viens danser chez vous. Et voilà, c'est hip-hop. Et après, voilà, chacun vit la chose à sa façon, à son rythme, avec sa sensibilité. Des jeunes ne plairont pas à des vieux ne plairont pas à des jeunes. Et finalement, au final, quand t'as un mec qui rappe bien, tout le monde bouge la tête dessus. Y a pas de... C'est vrai. Le talent reconnaît... C'est vrai, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi... il y a moins de hub, il y a moins d'événements dans lesquels on se rencontre. C'est vrai. Parce que, disons-le, les quelques personnes courageuses qui créent ce genre d'événements finissent par faire des événements qui sont pas super rentables. Et ça, c'est un bon point, je pense. Ouais. Et comme dit, les quelques personnes qui, moi, et pour les 10 dernières années, les quelques soirées que je vois, et après, je suis très peu informé, hein, donc excusez-moi si ce n'est pas véridique, mais dans ma réalité, il n'y avait que Gaudier qui faisait ces quelques soirées, des LX Games, qui lui a toujours réussi d'une manière ou d'une autre, et j'ai toujours salué son courage, parce que je l'aurais jamais, de réunir des gens, de faire des concerts, de démarcher des salles, etc., qui en plus de ça, même en 2026, où en l'occurrence c'était pas en 2026, mais n'avait pas la meilleure image de la soirée open mic où tout le monde peut venir et monter sur scène et dire ce qu'il veut, ça paraissait même un peu dangereux. Et selon toi, est-ce que le hip-hop, enfin rap, ne souffre pas justement par rapport à d'autres styles musicaux, de manque de moyens des institutions pour justement avoir du budget, de pas toujours être obligé de faire des trucs avec 3 bouts de ficelle, etc. Tu vois, qu'ils soient un peu reconnus, que le rap soit reconnu vraiment. Parce qu'autant le rap est beaucoup reconnu par rapport aux consommateurs, à ceux qui écoutent de la musique, mais est-ce que les institutions, ceux qui tiennent un petit peu les trucs de la bourse, etc., est-ce que eux, les grosses salles, les grosses structures, est-ce que eux, ils vont investir autant que sur le hip-hop, que sur l'électro, la pop, je sais pas, peu importe, selon toi? Franchement, je sais pas. Je pense que je suis pas très bien placé pour en parler, mais je pense qu'à force des choses, moi, au bout d'un moment, tout le monde a vu ma tête quelque part, au moins ces 15 dernières années. Sur Jackie et Michel. Sur Jackie et Michel. J'ai travaillé pour. Non mais tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, par la force des choses, oui, on a quand même eu accès à des belles premières parties, on a été en contact avec toutes les salles, que ce soit les Rotondes, déjà il y a même 10 ans, je pense qu'on a ce contact avec les entités. Est-ce qu'ils décident, eux, de nous mettre plus en avant que d'autres acteurs? Je ne sais pas, mais ça a mis du temps, du travail, etc. Mais il n'y a pas d'automatisme maintenant. Par exemple, en France, de ce que je connais, c'est que maintenant, les gros festivals, pour les artistes régionaux, locaux, faut faire des tremplins pour éventuellement avoir le droit d'avoir accès à ce festoche, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est normal, ça? Parlons des Francopholies. Francofolie d'Esch sur Alzette, ils font la fabrique des Francopholies, donc ils sélectionnent 2 artistes qu'ils accompagnent, qu'ils offrent une résidence, des coachs, etc., etc. C'est la 3e année que je postule. Si on est tous aigris à se dire au premier refus, à se dire que ouais, vas-y, on les emmerde, on reste hip-hop. Ça emmerde. Voilà, tu vois. Donc il y a une part de persévérance, de travail. Après, est-ce que c'est vraiment lié Je me dis pas tout de suite, je suis refusé parce que c'est ma tête, ou je suis hip-hop, ou je suis rap, et c'est pour ça que, tu vois, j'essaie pas à partir de ce principe. Je dis vas-y, il y a du travail, peu importe le domaine dans lequel je suis, et puis on verra quoi. Oui. Je crois qu'il faut le micro. Ouais, je peux parler comme ça sinon. Non, mais on est un peu sourd, c'est 50 ans. Je pense qu'il y a aussi une façon. Le problème, il réside aussi dans la façon des festivals de proposer les choses et aux consommateurs de comment ils réagissent à la chose. Que ça soit dans l'électro ou le hip-hop, le rap, il y a ce truc des têtes d'affiche. Les gros festivals, par exemple Dour, ça vend des gros noms. Les festivals aujourd'hui, ça attire avec des gros noms. Et moi, je parle aussi pour l'électro. Il y a ce truc où on cherche souvent à aller voir les artistes qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà vus parce qu'ils sont connus et qu'on veut découvrir. Mais c'est aussi aux spectateurs d'avoir cette curiosité et ce courage, cette audace de se dire
vas-y, je vais checker des nouveaux trucs que je connais pas, se dire, comme à l'ancienne, bah, j'arrive à un truc, je connais personne, mais je suis là pour découvrir, et on encourage de moins en moins à faire ça, mais c'est ce qu'il faudrait en fait, avoir l'audace, ou le courage, je sais pas comment le dire, mais aller découvrir des noms qu'on connaît pas, et il y a toujours des bonnes surprises au final. Oui, il ne faut pas nécessairement aller se produire dans des grands événements. Pour moi, le vrai truc, il vit dans l'underground. Voilà. Il y a Jamba, il n'est plus là. Voilà, lui, il organise des open mic, par exemple. Et pour moi, ça, c'est des places pour côtoyer, pour évoluer, pour se manifester aussi. Voilà. Yep. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Une réflexion? Un coup de gueule? Oui. J'avais encore une question, parce que je connais un peu moins la scène. Quels sont les lieux qui sont là où vous produisez, mais partout dans le pays, hein, pas juste ici, centre-ville? Voilà, ça m'intéresserait. Je me produis absolument partout où les gens sont prêts à m'accueillir. Voilà. Mais quels sont des endroits où tu dis, voilà, il y a aussi une programmation récemment, la Culture Fabrique, les Francopholies, comme je le disais, toutes les salles qui sont susceptibles, pour ma part, d'accueillir un rappeur ou quelqu'un de la variété française où il serait intéressant de m'avoir en première partie. Mais bien sûr, derrière, c'est à moi de croiser les doigts, de me vendre un peu, etc. et espérer que... Voilà. Que ça tombe sur moi, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'il faut aussi que l'artiste soit bon. Hein, exactement. Donné, faire des grosses scènes, si tu sais pas tenir un micro, ou si t'es pas bon, tu joues pas, point barre. Ouais. Il faut aussi être exigeant, quoi. Oui, mais pour répondre à ta question, c'est plutôt Rotonde et Goedeveulen qui sont les principaux lieux où tu peux voir des bons concerts hip-hop. Culture Fabrique, bien sûr aussi, Rocal aussi. Mais pour moi, si tu poses la question, moi, c'est plutôt Goedeveulen et les Rotondes. Là, tu peux découvrir aussi beaucoup des nouveaux artistes. Et toi? Où est-ce que tu arrives à vivre le truc en concert, en live, etc. Bien sûr, il y a toutes les salles en ville qu'on connaît. Après, je pense aussi à des bars comme MK Bar à Belval, qui font un peu bouger le truc, qui accueillent les jeunes artistes. Il n'y en a pas des masses. Moi, j'en connais pas des masses, perso. D'accord. Et le Rocas qui fut un temps faisait des jams le jeudi et qui nous permettait, nous autres, d'aller gratuitement s'entraîner, quoi. Voilà. Mais je pense pas que ce soit encore d'actualité, ça. Ok. Ah oui? Pardon. Je connais rien. Voilà. Et ben voilà, tout est résumé. Bon, j'ai écrit un petit truc pour conclure. Est-ce que vous pensez, c'est pas évident ce sujet-là, on pourrait en parler pendant des jours et des jours. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui osent pas prendre la parole, qui auraient des trucs super intéressants à dire. J'en vois. Ouais, mais j'en suis certain, moi, parce que c'est pas facile de prendre un micro. Mademoiselle, vous voulez dire quelque chose? Ça ira, non, je suis venue à portable. Eh ben justement, dis-nous pourquoi. Personne n'a envie de dire quelque chose qu'il n'a pas osé dire? Ouais, non, ta gueule. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous produisez aussi ailleurs? Hors du Luxembourg? Oui, quand on en a l'opportunité. Moi, personnellement, j'ai la chance de faire une première partie à Nancy prochainement. De je sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, dis-le. De Médine, à la salle, je ne sais plus. L'autre canal. Poirel. Salle Poirel. Eh ben ça va, tu la connais, salle Poirel? C'est magnifique, je sais, je me prépare. Mais ça aussi, tu vois, c'est via les Francopholies qui me donnent une semaine de résidence, qui m'analysent lorsque je fais mon concert. Je rentre dans un réseau, un programmateur me voit, m'aime bien, etc. Et puis de fil en aiguille, quoi. Et toi, Soli, quelle est ton actualité? C'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est sortir de nouvelles chansons. Ça fait 1 an, la dernière chanson, elle date d'1 an. Pour ensuite faire un EP et puis espérer faire un maximum de dates au Luxembourg et à l'étranger si on en a l'occasion. Inch'Allah. En tout cas, partager au maximum la musique qu'on fait et l'art qu'on fait. C'est ça le hip-hop, c'est partager. De base en vrai. Et donc du coup,
le hip-hop est partout, mais hyper invisibilisé quelque part, en même temps. Le hip-hop n'a jamais été aussi présent et en même temps aussi invisibilisé. Il est partout, mais ses racines sont moins visibles. Elles sont grisonnantes. Hein, mon Vincent? Les cultures fonctionnent par cycle. Ça, je vais rien vous apprendre. Par exemple, dans les années 50, 60, on disait que le rock était mort. Et pourtant, cela a donné naissance à des groupes comme les Who ou les Rolling Stones, ouvrant un deuxième âge d'or. On a peut-être les Who et les Rolling Stones du hip-hop qui vont pas tarder à arriver. Il y en a peut-être même certains qui sont déjà en train de percer. Le hip-hop est peut-être simplement en mutation. C'est une culture, la musique de manière générale, elle mute tout le temps. C'est le frère du cousin d'eux, c'est inspiré de ci, de ça. Donc ça ne s'arrête jamais. Et parfois ça prend du temps. Et qu'est-ce qu'on en fera? Chacun peut repartir avec une action simple ou pas. Faire un atelier, graphe, rap, atelier, poster une vidéo sur TikTok, dire oh, là, je sors d'un truc, c'était trop relou frère, je me suis fait yesh. Ou de partager sur les réseaux, justement, une façon de communiquer, hein, les amis. PC, pareil, avec ta belle voix. Tu peux raconter des choses. Ouais. Écouter, échanger, et le hip-hop, je trouve que c'est cool, c'est que ça crée du lien. Enfin, et même d'autres styles, parce qu'on parle du hip-hop, il faut pas être fermé. Hein, quand t'as 10 musiciens dans une salle, ça va forcément faire un bœuf à un moment donné, tu vois. Et les mecs vont commencer à se connecter. Une culture ne disparaît pas tant qu'il y a des gens pour la faire vivre, tout simplement. Tu veux rajouter quelque chose, mon ami? Ah oui, si je regarde seulement les rappeurs maintenant en 2026, je trouve qu'il y a une énorme variété ici au Luxembourg, avec des artistes qui sont vraiment... Oui, et donc pour ça... Le hip-hop, il n'a jamais été aussi vivant. Vous savez, pour que la pelouse, elle repousse bien, il faut la tondre de temps en temps. Et après, ça donne émergence à plein de trucs. Donc le hip-hop, il ira là où il ira, mais finalement... Depuis qu'il existe, on dit qu'il est mort, mais ça fait quand même plus de 50 ans que le truc est là. Je vois. Donc les parents et les grands-parents ont écouté. Oui, mon ami. Là, les derniers mots que vous avez parlé, ça m'a fait réfléchir à une question. Moi, en tant que rappeur, en tant qu'artiste, comment est-ce que je ferais pour pouvoir me construire, moi, ici au Luxembourg? Quelles seraient les choses à voir, à commencer à faire, à creuser et de te construire artistiquement? Exactement. Bah ça, de te construire artistiquement, que ce soit au Luxembourg ou à l'autre bout du monde, c'est un cheminement personnel. Je pense, tu vois, c'est la somme des ingrédients que tu vas prendre à droite, à gauche, qui vont t'inspirer, que ce soit la littérature, le sport, peu importe, les événements, ton vécu personnel, qui va créer ta propre sauce. On peut revenir un petit peu sur le côté avec la bouffe, en fait, tu vois. C'est toi qui crée ta propre sauce, tu vois. Ta sauce, elle peut avoir le même goût que les autres, et donc du coup, qu'est-ce qui va te différencier? C'est ce que tu vas rajouter en plus. Larissa. Voilà, ce qui fait de ce que tu es toi. Après, il y a un truc très aléatoire aussi. Il y a aussi le facteur chance, des opportunités. T'as plein de super bons MC, super bons artistes dans plein de domaines qui n'ont jamais eu d'opportunité parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit, au bon moment. Et puis des fois, la chance, elle peut aussi se provoquer un peu. C'est d'être présent. Là où il y a des trucs, il faut y aller, il faut être un peu kamikaze. Faut pas avoir peur de faire des sacrifices, je pense. Et ça, c'est quelque chose au-delà du rap, en fait. Si t'es prêt à faire des sacrifices pour ton art, t'as des chances. Mais des fois, ça suffit pas encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est un cheminement personnel. Tu vois, s'il y avait une recette miracle, on l'aurait tous déjà cuisiné. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, vous en pensez quoi, les gars? Moi, je pense qu'il faut rester actif. C'est-à-dire actif dans le sens... faut aller aux événements, tout ça. C'est plein de micro-actions comme ça qui vont ramener des contacts, l'expérience, tout ça. Comme tu as dit, pour être au bon moment, au bon endroit, au bon moment, bah, tu as sûrement été 999 fois au mauvais moment, tu as été là. Et puis je dis franchement, tout ce que je dis, c'est que des fois, tu as tous les maillons de la chaîne qui sont super et tu en as un qui tient pas. Parce que parce que tous les artistes qui réussissent, faut pas croire, hein, ils ne réussissent pas tout seuls. Ils ont des gens avec eux autour d'eux. Des gens qui te permettent de te dire je peux me concentrer sur mon art, tu vois. Et c'est la somme de tout ça, je pense, qui fait que tu peux persévérer. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi des réalités où tu dois manger dans ta vie, tu dois aller au travail, tu dois faire des choses. Et des fois, bah, si tu rentres pas d'argent avec ta musique, si c'est l'ambition de vivre de la musique, comment tu fais? En vrai. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi reformuler la question. Reformulate the question. Repeat the question, please. Come on, let's go. Plutôt,
comme tu as dit, oui, il faut être au bon endroit et au bon moment. Et justement, ma question envers vous, qui connaissez bien la scène au Luxembourg. Quel endroit, quel moment? Quel endroit, par exemple? J'ai entendu quelques mots, par exemple, tu avais dit francophonie ou d'autres choses. Yeah. Tiens, ça, je pense, moi je suis pas un spécialiste du Luxembourg, mais je pense que Célia qui peut te donner quelques infos très intéressantes. Alicia, sorry girl, Alicia. La première opportunité que tu peux avoir, c'est la block party. Il y a Taipan ici, et au téléphone. Il donne des coachings. Ouais, il donne maintenant des accompagnements à des jeunes pour qu'ils puissent monter sur scène le jour de la block party. C'est le 30. Et c'est les mercredis à 18h. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux faire un premier pas à partir d'aujourd'hui, c'est lui parler. Ouais, voilà pour les rappeurs qui sont dans la pièce. Je m'appelle Taipan et oui, comme a dit Alicia, on va animer tous les mercredis jusqu'à la block party un atelier de rap où c'est qu'on va essayer de, pour ceux qui n'ont pas encore les fondamentaux, les comprendre, et ceux qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire, affiner, comprendre les codes, comprendre les méthodes et savoir où est-ce que, humblement, je peux essayer de vous faire progresser. En tout cas, franchement, block party comme c'est organisé ici, comme c'est fait. Et j'ai un dernier truc à dire, c'est qu'on se projette assez mal le jour de la scène, mais les gens qui n'ont pas participé aux ateliers, le jour de la scène, sont assez déçus de ne pas l'avoir fait parce que le concert est super bien organisé, il y a beaucoup de monde et c'est un super premier tremplin pour se faire une idée de ce que c'est la scène devant des gens qui vont vous donner un feedback. En plus, tous les ans, il fait un temps magnifique. C'est ça. Et puis pour le coup, là, si on parle de hip-hop, on est vraiment dans un événement en plus là qui est dilué sur tout le mois, qui célèbre pour le coup vraiment la culture hip-hop, qui est la danse, le graffiti, le MCing et tout le lifestyle qui peut tourner autour du hip-hop. Oui, encore fin septembre, il y aura aussi le Label Fest comme chaque année. C'est aussi un festival hip-hop. Et voilà, ça c'est les endroits qu'il faut côtoyer pour... Et tu parlais tout à l'heure des acteurs du game qui sont aujourd'hui un peu des décideurs dans... shout out de David qui n'est pas là. Mais tu vois, lui qui fait partie du game énormément. Et qui aujourd'hui, c'est grâce à lui que moi je suis là aujourd'hui, je pense, et que je fais pas mal de choses. Donc lui, acteur du game pendant 20 ans, aujourd'hui aide des jeunes comme moi. Et puis il est toujours actif sur scène. Grave, il fait les deux en même temps, mais donc voilà. Travail extraordinaire. Comme quoi il y en a quelques-uns quand même, des acteurs qui aujourd'hui passent le... Il y en a plein, mais des fois c'est pas forcément dans les endroits là où on les attend. Avec Taipan, nous on fait des ateliers ensemble. Moi j'ai fait des ateliers d'écriture de la maternelle jusqu'à l'EHPAD. Tu vois, faire rapper des vieux de 85 ans, c'est rigolo. Faire rapper des gosses de 4 ans, c'est hyper marrant. On a bossé en prison, on a fait des battles, tu vois. Vieux, jeunes. Donc en fait voilà, il y a plein de travailleurs de l'ombre en fait, mais sans se considérer comme travailleurs de l'ombre. Moi je suis pas en mission, je me lève pas toujours, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le hip-hop aujourd'hui, t'as vu? Non, c'est aussi une façon de vivre aussi indirectement de son art, tu vois ce que je veux dire. Moi je fais partie d'une génération, c'était pas forcément facile, c'était même compliqué de vivre de la musique, tu vois. Bon, on a trouvé d'autres moyens, tu vois, par la pédagogie, par les cours, par la transmission, tu vois. Et dans l'instant, on kiffe à fond. Il y avait un gamin la dernière fois, il rappait, tu vois, il était sur scène et il utilisait une gimmick de Busta Rhymes sans savoir que c'était Busta Rhymes. Il disait ouh ah sur un refrain, j'ai dit mais tu sais d'où ça vient ça? Il dit bah non, je sais pas. Bah j'ai dit tiens écoute. J'ai fait écouter le morceau, puis le mec il est content de découvrir ça, tu vois. C'est comme ça qu'on transmet aussi par des petits trucs comme ça, et la magie elle prend ou elle prend pas, tu vois. Et donc voilà. Oui. Moi je voulais juste vous donner aussi un petit tuyau, juste par rapport aux structures, par rapport aux personnes qui font la programmation dans des lieux où vous voudriez vous produire. Si vous avez des endroits où vous êtes sur scène, invitez ces personnes, écrivez-leur. Et ça, c'est juste, on parlait tout à l'heure, oui, on peut pas, si on veut être créatif, on n'a pas nécessairement envie de faire tout le truc administratif. Mais là, ça demande juste de s'intéresser. Qui sont ces personnes-là? Ce sont des noms, voilà. Et
Et vous trouverez ces informations facilement sur chaque structure. D'inviter des programmateurs à nos... Ouais, très bien. Oui, voilà. Très bonne C'est idée. juste un truc, vraiment. Ça... Et après, n'attendez pas qu'ils viennent. Voilà. Comme dirait Doui, mais sonner à la porte. je suis quand même dessus. Ils ne viennent pas sonner à la porte, donc c'est toi qui dois... Oui, non, mais c'est très et juste un mot sympa, juste dire, voilà, je me produis là, ça c'est ma musique, tu peux checker ça. Et après, tu répètes la même chose. Et là, tu te fais... Oui, voilà, c'est un truc tellement simple et qui ne demande pas beaucoup de temps, mais que beaucoup de gens oublient tout simplement. Eh bien, merci. Ce que je note. Ouais. En tout cas, je remercie Soli. On peut l'applaudir d'être venu se présenter. Et puis, Merci à vous de m'avoir invité. Hein. merci à DJ PC. Merci à Dori. Et merci à vous, merci à tous les gens qui sont venus en semaine comme ça. Et merci à toi, bien évidemment. Merci à moi-même, je me remercie. Voilà. C'est vrai. Et franchement, j'espère que c'était aussi intéressant pour vous que pour nous. Et il n'y a pas de solution, il y a juste de l'action. En fait, faut vivre le truc au feeling, freestyle. Et puis si tu sèmes des graines, c'est bien. Si t'en sèmes pas, tant pis. Voilà, messieurs, dames. Je sais qu'il y a un bar avec des matières alcoolisées. Et une soirée. Il y a une soirée, il y a plein de choses sympas qui vous attendent aussi ce mois. Si vous êtes intéressé par la block party, pour ceux qui sont curieux, il y a plein d'événements tout le mois. Oui, et il y a encore un événement à vous dire, PC, comme quoi la culture hip-hop est bien vivante au Luxembourg. Le 10 juin, venez au Coup de Velin. Il y aura sortie de l'album de Ado G, Focus, et produit une chanson le 10 juin. Et je ferai aussi la musique L'After Party. Voilà, Coup de Velin. Good Velin. Merci à tout le monde.